Frères et sœurs, très chers Lyon et Rennes, je vous remercie du fond du cœur, vous qui avez accepté de m'offrir cette occasion pour échanger autour d'un thème qui nous tient à cœur. Mais l'impression est que tout a été déjà dit. Tout a été dit. Ce qui se passe au Rwanda se passe dans la région, dans toute la région des Grands Lacs. Il y a des clics qui ont été sous-fifrés, si vous me passez le verbe, pour pouvoir prendre les Grands Lacs en otage. Ah, le prix, mon thème c'est démocratie dans les Grands Lacs. À quel prix? Le prix, c'est la prison, c'est la mort. Le prix, c'est l'exil. Le prix, c'est l'enfermement, comme notre Lyon en fait l'expérience sur place. Mais pourquoi? Pourquoi cette démocratie qui nous a été vendue vers les années 90 n'arrive pas à pouvoir s'implanter dans cet espace africain? Une démocratie vendue, c'est-à-dire que ce n'était pas la véritable démocratie. C'était la démocratie des autres. Cette démocratie qui nous a été vendue vers les années 90, c'était mot corrompu. On met tout et n'importe quoi derrière ce mot-là. Et on a l'impression de nous dire dans les Grands Lacs africains que chaque fois qu'on organise les élections, piège à con, la démocratie est réalisée. C'est faux et archi-faux. Que ce soit en Ouganda, que ce soit au Rwanda ou au Congo, ces élections-là se sont révélées être des pièges à con. Et nous ne pouvons pas parler de la démocratie dans cet espace africain sans faire une petite référence à notre histoire commune. Et même à l'histoire universelle. Quand le mur de Berlin tombe en 1989, les maîtres du monde et leurs experts disent, il y a Francis Fukuyama qui a écrit un livre très célèbre, La fin de l'histoire. Donc pour eux, l'histoire telle qu'elle a été vécue pendant la guerre froide prenait fin et ils devenaient, eux, les mondialistes, les maîtres incontestés du monde. Alors, ils avaient des mots corrompus à nous vendre, entre autres le mot démocratie. Le mur de Berlin tombe en 1989, la Russie se disloque en 1991, ils estiment qu'ils deviennent les maîtres incontestés, incontestables du monde entier. Ce sont les anglo-saxons et nous le savons, avec à la tête les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël, et leurs alliés. Alors, quand nous examinons ce qu'ils nous ont vendu comme mots, je le redis encore, ce sont des mots pourris. Entre autres, le mot démocratie. Il y a un philosophe indien qui a écrit un petit livre, Amartya Sen, qui a écrit un livre intitulé La démocratie des autres. Quand eux viennent nous vendre ce mot corrompu vers les années 90, nous oublions, nous, que nous avions déjà connu dans nos villages des systèmes démocratiques sous l'arbre à palabre. Et sous l'arbre à palabre, que signifie la démocratie? Quand il y a un problème dans un village, le chef réunit ses sujets, il participe à la résolution de ce problème, il débattent sur ce problème, il délibère sur ce problème et il prennent des décisions collectives. Donc,
notre démocratie à nous, sous la palabre, avait comme référence la participation citoyenne, le débat citoyen, la délibération et la prise des décisions collectives. Mais quand ils nous ont dit vers les années 1990 que pour nous aider, c'était ça la condition. C'est M. Mitterrand qui tient son discours à la bonne et qui dit désormais, pour aider les pays africains, ils devront se soumettre aux principes démocratiques. Aider qui aide qui depuis toujours? Comment ces pays qui ont vécu depuis 1985 en pillant l'Afrique pouvaient-ils aider l'Afrique en lui imposant un mot corrompu qu'ils appelaient démocratie, mais tout en mettant entre parenthèses toute une histoire riche de la palabre africaine. Donc, ce soir, ce que nous avons à retrouver, c'est d'abord relire notre histoire. Pour échapper au vol, il y a un Britannique qui a écrit un livre magnifique, Jacques Goudy, qui a écrit Le vol de l'histoire. Donc, nous souffrons non pas du manque de démocratie, mais beaucoup plus du vol de l'histoire. Notre histoire a été volée et nous peinons à pouvoir nous en réapproprier. Non, pour l'un des grands prix que nous avons à payer pour pouvoir vivre de notre démocratie à nous, c'est de revisiter notre histoire, de l'étudier, de la connaître en profondeur, surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Nous, les aînés, nous devons pouvoir jouer les relais pour dire à nos jeunes, écoutez, qu'on ne vous mente pas. Toutes les sociétés humaines qui se respectent avaient des modes de résolution de leurs problèmes et de leurs conflits. Il n'y a pas eu un peuple qui, à un certain moment, a dit qu'il avait reçu une mission divine de pouvoir aller redistribuer la démocratie à tous les autres peuples. Or, si nous considérons ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils nous ont vendu un mot corrompu pour tuer et piller le monde entier. Regardez, il y a un auteur, un journaliste américain qui a écrit un article formidable quelque temps après la chute du mur de Berlin, Edgar Heffman. Il a écrit un article intitulé Produire des États ratés. Et quand vous lisez cet article-là, vous retrouvez un pays comme le Congo, dit démocratique, classifié parmi les pays qui devraient être produits comme États ratés, c'est-à-dire des États qui, après une guerre de basse intensité, une crise économique, deviennent incapables de pouvoir répondre aux attentes légitimes de leur peuple. Donc, la guerre qu'il y a eu chez nous, dans les Grands Lacs, à partir des années 80, parce qu'il y a des gens qui estiment que la guerre est venue plus tard. Donc, déjà vers les années 80, il y avait des incursions qui venaient du côté de l'Ouganda et qui tuaient beaucoup de Rwandais. Et à ce moment-là, certains d'entre nous s'en souviennent, Monseigneur Moziriwa va même intervenir et écrire au président américain pour lui dire, mais regardez ce que nous voyons. Est-ce que nous savons? Et Monseigneur Moziriwa dit dans sa lettre, et qu'on retrouve dans le livre de Charles Onana, nous savons que c'est vous qui armez. Arrêtez. On peut trouver d'autres solutions à ce qui est en train de se passer. Non. Pourquoi? Parce que le Congo, après avoir été programmé à côté de l'ex-Yougoslavie, à côté de l'Irak, à côté de la Libye, à côté de l'Iran,
comme des États qui allaient être produits comme des États ratés. Cette programmation a poussé l'impérialisme intelligent à pouvoir organiser une guerre dans les Grands Lacs. La guerre qui n'allait bénéficier car c'est multi et transnational. Alors, cette guerre, on l'a dénommée guerre de basse intensité. Pourquoi? Parce que c'est une guerre menée par les anglo-saxons à travers leurs proxys, leurs sous-fifres, leurs marionnettes. Alors, quand nous parlons ce soir, par exemple, d'une petite clique qui s'appelle le Front patriotique, mais cette petite clique n'existerait pas sans le soutien des grands. C'est impossible. En 2008, c'est Pierre Péan qui reproduit cette conversation dans son livre Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Pierre Péan rencontre Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que M. Paul Kagame devienne un peu gentil avec la France, parce qu'il est en train tout le temps de rentrer la France dedans. Alors, Denis Sassou Nguesso dit ceci à Pierre Péan. La France n'a qu'à demander aux parrains de Kagame de se calmer. Il va se calmer. Ses parrains, c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis et Israël. Alors, il dit, il compare Kagame à un paralytique. Il dit, si tu vois un paralytique assis en dessous d'un arbre, en train de jouer avec des feuilles vertes, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'arbre qui les lui gêne. Sinon, il s'amuserait avec des feuilles mortes. Ce paralytique s'amuse avec des feuilles vertes parce qu'il y a 3 grands puissants dans l'arbre qui lui jettent les feuilles vertes. Et il en va de même de son parrain qui est resté en Ouganda. Il en va de même de tous les sous-fifres qu'on a au Congo. Ils ne peuvent bomber leur torse que parce que demain après-demain, ils vont être appelés par Tony Blair, par le type l'américain qui est chez nous là, qui a pris le nom congolais, on l'appelle Zita. Oui, il mange le foufou, le pondou, on l'appelle Zita, hein, qui va appeler Tshisekedi le soir pour dire demain, tu demandes aux Chinois de signer ou d'annuler. C'est ça qui se passe dans l'Afrique des Grands Lacs. Il n'y a pas de démocratie. Ce qui se passe dans les Grands Lacs, c'est une colonisation, c'est une néocolonisation. Nous vivons dans l'illusion d'une indépendance politique qui n'est pas accompagnée d'une indépendance économique. Où est-ce que vous avez jamais vu des pays indépendants sans indépendance économique? On peut tout dire du Rwanda, mais le Rwanda dépend pour plus de 50% de son budget du monde extérieur. Le Congo est colonisé par le Fonds monétaire international de la Banque mondiale. L'Ouganda doit payer des sommes exorbitantes à la Chine. Où voyez-vous des États capables d'organiser la démocratie? Il n'y en a pas. Est-ce que la question ne devrait pas être celle-ci? Comment pouvons-nous d'abord nous battre pour redevenir des États? Nous ne sommes pas des États. Nous battre pour devenir des États, mais des États souverains. Parce que la guerre mondiale aujourd'hui se mène entre, d'une part, les États souverains qui voudraient que le droit international soit un peu respecté, et de l'autre part,
les mondialistes qui, eux, ne jurent que par la colonisation du monde entier. Alors, nous prenons quelle option? Si nous prenons l'option des souverainistes, nous pourrons alors d'abord nous organiser comme peuple. Pourquoi nous organiser comme peuple? Pour pouvoir renverser la pyramide hiérarchique dans nos pays. Et pour s'organiser comme ça, nous avons besoin de créer ce qu'on appelle une masse critique. C'est-à-dire une masse des Congolais, une masse des Rwandais, une masse d'Ougandais, de Burundi et d'autres pays environnants qui comprend les enjeux, qui les comprend en conscience. Comprendre, connaître, lire, ça ne suffit pas. Connaître, comprendre en conscience. Et puis, s'organiser dans des collectifs qui s'habituent à lutter sur le court, moyen et long terme. Et à ce point de vue, je peux remercier, féliciter les Lyon qui commencent à avoir leur organisation présente sur plusieurs pays européens. Elle devrait aller jusqu'à en avoir dans les 27 pays européens et les interconnecter. Ça deviendrait des collectifs interconnectés qui créent une masse critique. Alors, supposons que nous les ayons aussi au Congo, au Rwanda, en Ouganda, et que ces collectifs s'interconnectant travaillent au renversement de la pyramide hiérarchique actuelle, c'est-à-dire au fait que le peuple doit pouvoir récupérer son pouvoir. Parce que la démocratie, c'est aussi ce que nous avons étudié depuis notre temps d'enfance, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, nous ne pouvons pas nous contenter de la gestion de ceux qui sont dans nos pays aujourd'hui sans chercher à organiser une insurrection des consciences qui les renverse de façon que nous devenions, nous, peuple, les responsables de notre destinée. Alors, quand nous aurons fait cela, nous pouvons, au niveau de nos collectifs, à partir de la base, choisir par exemple comme principe majeur le mandat impératif et le principe de subsidiarité. Nous pourrons dire à ceux que nous envoyons à tous les niveaux de la gestion du pouvoir, nous pourrons leur dire, écoutez messieurs, c'est nous, peuple, qui vous choisissons pour que vous puissiez nous représenter à tel ou tel autre niveau. Voilà notre cahier de charge. Si vous ne respectez pas ce cahier de charge, en ayant 1 ou 2 mois, nous vous dégommons. Donc là, on a un principe qui peut nous aider à pouvoir obliger ceux d'entre nous qui feraient partie de nos collectifs de pouvoir mieux nous représenter. Le premier principe, le principe du mandat impératif, mais le deuxième principe, c'est le principe de subsidiarité. Ce que nous pouvons faire, nous, en tant que peuple, au niveau de nos collectifs à la base, nous ne sommes pas nécessairement obligés d'attendre que le sommet vienne le faire. Hein, il y a par exemple dans notre pays, au Congo, un slogan qu'on entend beaucoup chez nos populations. Ah, gouvernement, gouvernement, regarde pour nous, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas, vous, les responsables de votre pays, être tout le temps en train de crier pour que les sous-fifres qui ont été mis à la tête de vos pays par des puissances d'argent viennent résoudre vos problèmes. Donc, il y a un changement de paradigme à opérer. Si je peux me résumer, je dirais ceci. Arrêtons de nous leurrer. Restons cette démocratie vendue, c'est un mot corrompu.
retournons sous l'arbre à palabres, essayons de revenir aux principes qui ont fait vivre nos villages et nos cités autour de ces quelques principes: participation citoyenne, débat citoyen, délibération citoyenne, décision collective. Quand nous aurons fait cela, organisons des collectifs citoyens qui nous aident petit à petit, sur le court, moyen et long terme, à renverser les rapports de force dans les pays, de façon que si ces collectifs deviennent réellement les démiurges de leur propre destinée, ils aient au moins deux principes à opposer à ceux qu'ils pourront choisir comme gouvernants: le mandat impératif, le principe de subsidiarité. On pourrait aussi ajouter le référendum d'initiative populaire. Hein, nous sommes citoyens, vous ne faites pas ce que nous vous demandons, nous participons à l'élaboration de la Constitution, nous disons, si 1000 citoyens arrivent à rejeter ce qui est proposé, nous adoptons cela, et celui qui ne respecte pas peut être dégommé. Référendum d'initiative populaire, mais il y a aussi, comme au Venezuela, un autre référendum, le référendum invocatoire. Nous vous avons élus sur un programme, nous vous avons confié nos cahiers de charges. Si vous ne les respectez pas, nous vous dégommons. Mais pour cela, il faut une bonne connaissance de l'histoire, une connaissance en conscience de l'histoire, une bonne connaissance de l'anthropologie et aussi de la géographie. Notre histoire, la connaître, mais connaître aussi l'histoire des autres. Parce que ce dont nous souffrons dans l'Afrique des Grands Lacs, c'est quoi? C'est une histoire boutiquée depuis Cécile Rhodes. Parce qu'il y a cette histoire du Grand Rift. Regardez, le Grand Rift part d'où? Dans les sous de la Syrie, là-bas, jusqu'au Cap. Et les anglo-saxons, que les amis qui font partie avec Tony Blair de leur cercle des Fabiens, et les Bill Clinton et les autres, sont les héritiers d'une idéologie. Les Grands Lacs sont tellement riches, l'Afrique et les pays qui sont frontaliers de l'Afrique sont tellement riches qu'il faut prendre le Grand Rift qui part dans le sud de la Syrie jusqu'au Cap. Parce que cette partie de l'Afrique, selon Cécile Rhodes, est habitée par des peuples qui font la honte de l'humanité. Nous faisons la honte de l'humanité. Nous ne méritons pas d'avoir toutes ces richesses-là. C'est ça la guerre. Alors, si nous ne prenons pas conscience que c'est dans notre unité et notre unification, pas un petit Congo ici, un petit Rwanda là-bas, un petit Burundi ici, nous n'arriverons pas. Nous avons besoin de retourner aux rêves de nos ancêtres. Lumumba, comme un Nkrumah, l'Afrique doit s'unir. Le rêve panafricain. Seuls, nous n'y arriverons pas. Les guerres qui sont menées en Afrique centrale, dans l'Afrique des Grands Lacs, sont aussi des guerres pour éviter que l'Afrique puisse devenir une unité forte. N'oublions pas, je vais terminer par là, parce que si vous me laissez, on va aller sur. N'oublions pas qu'après la conférence de Bandung, les Africains avaient créé, avec les Latinos et les Asiatiques, ils avaient créé ce qu'on a appelé la tricontinentale. Nous mourrons aussi parce que l'alliance entre l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique serait dévastatrice pour les maîtres du monde. Merci.